Bon, bonjour, Fabien Moine, je me présente rapidement. Je suis thérapeute sur la région de Dole, originaire d'Haute-Saône, puis j'ai commencé à pratiquer à Besançon. Je travaille essentiellement avec des techniques de guérison traditionnelle, c'est-à-dire magnétisme, remontement, ventouse. Et puis je suis formé à la naturopathie, donc j'ai le titre de naturopathe, ce qui permet d'incorporer toutes ces choses-là bizarres et naturelles avec un domaine de prédilection qui est l'alimentation et le jeûne. Donc c'est les deux choses sur lesquelles je travaille le plus. J'interviens de plusieurs manières autour de la santé, des conférences, sur les 10 dernières années j'en ai fait plus d'une centaine. Les cours de cuisine que j'ai donné beaucoup, c'était de manière pratique de montrer ce qu'était l'alimentation santé. Donc là j'ai arrêté. Les cours que je peux donner dans une école de naturopathie, les stages, les diverses formations que je peux faire, puis bien sûr les séances individuelles qui constituent le socle de mon activité, et plus que l'activité, la réflexion. Pourquoi je parle de réflexion par rapport à quelque chose de pratique ? Puisqu'au départ, quand on commence une discipline, et je dirais quelle qu'elle soit, mais à plus forte raison quand elle touche à l'humain, on est obligé de remettre en considération les principes qu'on a érigés théoriquement pour commencer à mettre des choses en pratique. Donc on arrive, qu'on soit, je ne sais pas, assistant social, travailleur social, médiateur, thérapeute, médecin ou autre, peu importe. Dès l'instant qu'on travaille avec de l'humain, on a une idée. Et après on rencontre des personnes, et ces personnes sont toutes différentes, ont toutes des expériences de vie différentes, ont toutes des aspirations différentes, et dans un instant T, sont toutes différentes. Donc difficilement référençables, difficilement catégorisables. Et donc on est amené, dès l'instant qu'on est en contact avec de l'humain, à être en mouvement, à avoir une dynamique intérieure de réflexion pour se positionner différemment. Alors on peut faire l'inverse, c'est rester sur des a priori, quelque part sur une idéologie, voire des dogmes. Mais je dirais que le but de l'existence, c'est quand même de se transcender, de s'améliorer, d'évoluer, chacun avec l'autre. Et donc évidemment, si je présente ça de cette manière, c'est que le fait aujourd'hui, je crois, à peu près, j'ai dû rencontrer 3000 personnes en séance individuelle, et ben ça a été autant de bousculements sur des certitudes, sur des principes. Et je dirais que les méthodes, les outils que j'essaie de développer ou les réflexions que je peux avoir, les orientations que je peux définir pour après dans mes pratiques, viennent essentiellement des personnes que j'ai pu rencontrer. Soit qui venaient développer une réflexion, soit qui venaient totalement remettre en cause ce que je pensais pour fermement acquis. Alors évidemment aujourd'hui il n'y aura pas de réponse, puisque là on dit qu'en fait il y a beaucoup plus de questions que de réponses, et d'ailleurs s'il y avait des réponses, il n'y aurait pas tant de multiplicité d'approches telles qu'on peut la présenter dans un salon comme ici, et puis surtout les hôpitaux ne seraient pas aussi remplis, et on ne verrait pas des pathologies qui apparaissent presque tous les semestres, des pathologies nouvelles qui apparaissent tous les semestres. Donc il n'y aura pas de réponse. Par contre, ce que je souhaite transmettre, c'est des idées de réflexion, des pistes, on va dire des envies, susciter des remises en question, puisqu'on est tous sur le même chemin de qui on est, comment on peut s'y améliorer, et comment je peux être utile à l'autre. C'est-à-dire ça, c'est simplement être humain ce que je définis. C'est pas propre à un thérapeute, c'est pas propre à un parent, c'est pas propre à qui que ce soit. On n'a aucune responsabilité par rapport à l'autre, si ce n'est de se présenter de la manière la plus correcte auprès de lui. Donc c'est davantage un partage qu'un exposé qui vous amènera des solutions. C'est plutôt peut-être le prisme d'un autre regard, notamment sur celui de la maladie, à travers lequel généralement il y a le saut de la fatalité. C'est souvent ça. C'est la maladie nous tombe dessus, ou on hérite de la maladie, ou on tombe malade, et puis c'est la fatalité, c'est le manque de chance, ce sont des choses comme ça. Ce qui est souvent conforté aussi dans la thérapie, alors qu'elle soit allopathique ou autre, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est génétique, on ne comprend pas trop, vous êtes comme ça, vous ne fixez pas le fer, vous êtes diabétique, etc., etc., etc. La liste des pathologies est longue, et en définitive, il y a peu de réponses
qui soit vraiment respectueuse de l'individu. Et avant d'avoir des réponses respectueuses quand on va chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, c'est souvent des questions respectueuses qu'il faut aller demander. Alors qu'est-ce que c'est qu'une question respectueuse? Une question respectueuse, c'est déjà qu'on s'adresse à nous de manière humaine et pas simplement comme si on était un système mécanique fait de tissus, de fluides, de structures neuromusculaires, osseuses, etc. C'est-à-dire, je suis convaincu, mais absolument convaincu, et ça, ce sont les personnes qui me l'ont démontré, et puis c'est quelqu'un que je vais saluer parce que je l'ai rencontré indirectement par ce salon-là, c'est Michel Furter, le docteur Michel Furter, donc qui a 50 ans de pratique médicale, aujourd'hui en Suisse, qui m'a affirmé dans sa pratique, c'est toujours intéressant de parler à on est toujours en train de chercher, hein, et il me disait, chaque personne que tu auras devant toi, c'est exactement ce qu'elle a. Alors c'est très dur à admettre, à entendre, parce que bon, surtout de la part d'un médecin qui lui est censé détenir le savoir médical, lui me dit je ne sais rien, et plus j'avançais, plus j'admettais que je n'avais rien, et j'ai commencé à être un bon thérapeute à partir du moment où j'ai mis mon ego de côté, et en faisant 100% confiance aux personnes que je pouvais avoir en face de moi. Et donc moi les premières questions, je dis oui, mais c'était des gens qui sont déjà en recherche, qui disent non, n'importe qui, tu prends n'importe qui, tout le monde sait exactement ce qu'il a et pourquoi. Alors ça m'a assez bouleversé, mais je suis parti. Lui il pose qu'une question. Il pose où? Quand la personne dit j'ai mal, je suis déprimé, je suis fatigué, donc il pose qu'une question, c'est où? À quel endroit? Après il traite. Alors je ne vais pas détailler sa méthode, je ne vais pas faire une conférence pour lui, c'est pas le but. Ça a été une porte d'introduction assez incroyable. Et donc je me dis, je vais tester sa méthode, je vais peut-être faire confiance à quelqu'un qui a 50 ans de pratique. Et j'ai posé, et à cette question où, j'ai rapidement greffé la question pourquoi. Alors voilà, j'ai un eczéma, pourquoi, enfin voilà. Et sur des cas très lourds, donc c'est-à-dire des maladies comme les pathologies comme le cancer, je m'y suis risqué assez rapidement et j'ai toujours eu des réponses. Même les personnes qui étaient les plus matérialistes, les plus, on va dire, sceptiques par rapport à l'aspect psycho-émotionnel ou autre, même les personnes les plus cartésiennes, toutes apportaient une réponse, mais des fois je devais la répéter 20-30 fois cette question. Mais à chaque fois, j'ai eu une réponse. Et qui me semblait profondément juste. Donc ça m'a pas perturbé, ça m'a conforté. Ça m'a conforté très joyeusement dans le sens où déjà ça m'enlevait une pression, puisque j'avais moins à jouer au détective pour tenter très présomptueusement et orgueilleusement de savoir ce que la personne pouvait avoir, puisqu'au final elle le sait mieux que n'importe qui. Et donc l'intérêt c'était plutôt de faire un conseil ou un effet miroir, et de déclencher suffisamment de confiance pour que la personne puisse s'exprimer. Quand je dis que c'est une question pertinente, c'est une question humaine, c'est-à-dire que, évidemment, c'est par humanité, magnétique, je dirais, qu'on arrivera à accoucher de cette révélation, puisqu'en définitive, si on part du principe qu'on sait tous exactement pourquoi on développe telle ou telle chose, qu'est-ce qui nous manque? La confiance, ou de l'admettre, ou de l'extérioriser pour que ça soit entendu. Et donc on peut avoir des très bons amis, on peut avoir une très bonne famille, on peut avoir un très bon thérapeute, mais à un moment donné, est-ce qu'on aura dans l'instant un abandon suffisamment grand pour pouvoir admettre ce qui nous ronge et, j'ose le dire, ce qu'on a nous-mêmes déclenché? Alors il y a tout un tas de thérapies qui travaillent sur l'aspect psycho-émotionnel des choses. Vous avez la thérapie du docteur Hammer, qui a été développé dans les années 70-80, qui était un cancérologue, donc voilà, qui était très discuté. Et aujourd'hui, on y arrive de plus en plus. Il y a tout l'aspect, Lise Bourbeau, le docteur Jacques Martel, etc., qui amènent. Et puis, ce sont des best-sellers. Pourquoi ce sont des best-sellers? Parce que ça nous parle. Ça nous paraît cohérent. Si c'était tordu, si c'était bizarre, ça resterait dans des coins de librairie, chez des éditeurs anonymes. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que ça nous parle, on se dit oui, je suis autre chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui
un titre de conférence presque sous forme de question. De la maladie à la guérison, une opportunité d'évolution, c'est surtout une d'évolution intellectuelle, émotionnelle et de compréhension sur qui nous sommes. Quel est l'autre intérêt de l'existence que celui de comprendre la définition de ce qu'on est, pourquoi on est là, pourquoi on coexiste avec d'autres personnes, et dans l'expérience du libre arbitre, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. C'est pas, de mon point de vue, c'est une histoire de fondement. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, tu es tombé malade, je suis tombé malade. Voilà, on porte ça presque en héritage fatal. Alors, soit on hérite ça des parents, soit on hérite ça de Dieu, si on est croyant, ouais, c'est comme ça tombe, on est malade. Mais évidemment qu'il y a plein de causes, et puis souvent, moi, j'entends des personnes dire, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est récurrent, un tel a eu cancer du poumon, c'est injuste, il n'a jamais fumé de sa vie. J'entends tout ça. Je dis, mais oui, mais peut-être qu'il a bossé 30 ans dans l'amiante sans le savoir. Peut-être qu'il y a des fumées toxiques dans l'usine qui jouxtent sa maison. Donc, la première chose déjà dans l'évolution d'avoir une maladie, c'est l'accès à la connaissance. Parce qu'on va résumer des choses, diabète, sucre, cancer poumon, cigarette. On est sur quelque chose de très binaire, puis si jamais c'est pas ces causes-là, on ne sait pas. Puis on dit, c'est pas de chance, c'est comme ça, c'est vous. Anémie de fer, il n'y a pas assez d'apport de fer. Puis sinon, on ne sait pas, vous ne le fixez pas. Beaucoup de choses sont sous le sceau de la fatalité. Il n'y a pas de réponse thérapeutique, alors que ce soit en allopathie ou autre. Et donc, c'est comme ça, et ça reste un peu lettre morte. La première chose, si on part d'une strate très matérielle, l'accès à la connaissance. Et là, on force est de constater que ce n'est pas démocratique. Tout le monde n'a pas accès à la connaissance par rapport aux moyens d'information dont on dispose. Il faut déjà savoir lire et écrire. Je rappelle quand même qu'en 6e, aujourd'hui, ce sont les chiffres de l'éducation nationale, il y a 10% d'illettrisme. Donc c'est un enfant sur 10 à 12 ans ne saura pas écrire et s'exprimer par écrit, lire et s'exprimer par écrit. Déjà, c'est une difficulté. Ensuite, ça paraît élitiste de s'intéresser à la santé. Voire même, ça peut être interprété comme une faiblesse. On va dire, faut être malade pour s'intéresser à la santé. C'est ce qui arrive. Peu de monde s'intéresse à la santé. On est peu dans la prévention. On est dans la réaction. Quand arrive un diagnostic ou une peur ou quelque chose comme ça. Donc, la première chose, c'est d'accéder à la connaissance. Donc, lorsqu'on déclenche une pathologie, la première évolution qu'on peut avoir, c'est de développer sa connaissance. Ça, c'est le premier fondement, c'est chercher de tous les côtés. Par rapport à quoi? Si on est dans la peur, on ira vers les discours qui nous rassurent le plus ou qui nous maintiennent dans la peur. Donc ça, c'est très dur. C'est de retrouver un minimum de lucidité. Vous le voyez aujourd'hui dans un salon comme ça, il y a autant d'approches thérapeutiques presque que de personnes. Alors c'est très bien. Il y a à boire et à manger. Ici aussi. Donc il faut exercer son libre arbitre et pas être, je dirais, parce qu'on est dans un état pathologique, être sous l'influence de soit d'une théorie, soit d'une idéologie, soit d'un thérapeute. Et ça aussi, c'est forcément une démarche évolutive, puisqu'en définitive, retrouver sa densité, sa personnalité, son autonomie, c'est déjà un premier pas énorme vers le mieux-être. Et donc la maladie nous offre aussi ça, de dire je peux être dépendant d'un autre, d'une personne extérieure à moi, mais à quel point ça sera pertinent par rapport à ce que je suis. 50-50. Parce que je dis toujours aux personnes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je dis moi rien. Au mieux 50% du chemin pour aller vers toi, le reste étant à faire par toi. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon je prends définitivement le pouvoir sur la personne. Quel type de pouvoir? Sur son pouvoir d'évolution, sur son pouvoir d'auto-guérison. C'est ce que disait Emmanuel juste avant moi, il n'y a pas le thérapeute ne guérit pas. Il vient être une relation d'aide ponctuelle pour éventuellement apporter de l'information ou apporter une stimulation, une motivation, un esprit plus volontaire, et une connaissance et un déclencheur, mais rien de plus. C'est la personne qui se guérit par elle-même, pour elle-même, à travers elle-même. Mais que ce soit dans n'importe quel... Vous mettez, même si vous êtes très branché sur la médecine chimique,
Si vous mettez de la médecine chimique sur un cadavre, ça ne marche pas, il faut qu'il y ait un système vivant qui circule. Donc c'est le système vivant de la personne qui potentialise les agents chimiques du médicament. Même chose pour les plantes. Tout principe actif ne fonctionne que dans un système vivant en mouvement. Donc c'est in fine, quelle que soit l'approche, la personne qui se guérit. Quelle que soit l'approche. Et ça, faut en être absolument convaincu. Et le problème, c'est qu'on remet souvent les cartes qu'on a en main, et des fois, l'impression qu'on a, c'est d'avoir peu de cartes à jouer. On mise notre bateau en disant je mise tout là-dessus, puis je fais confiance, et je me désengage. Évidemment, c'est très risqué de faire ce pari-là, et on passe à côté de la guérison authentique, c'est-à-dire au-delà du simple symptôme. Vous avez des problèmes symptomatiques, comme on va détailler. Il est très facile de les endiguer. On a plein de choses. Des crèmes, des pommades, des capsules, des onguents, toute une panoplie, que ce soit en médecine non naturelle ou naturelle, pour masquer le symptôme. Pour oublier qu'on doit se poser une question à une seule, pourquoi ? Quelle est la racine de ? Alors, avant de tomber malade, authentiquement, donc avec des maladies chroniques lourdes, on a des petits signes. Tout le temps. On ne tombe jamais malade du jour au lendemain. J'utilise la expression tomber malade, c'est un faux terme, mais on va être fatigué, on va avoir des céphalées, des petites migraines, des maux de tête, on va avoir des rougeurs, on va avoir de l'eczéma, on va avoir du psoriasis, on va avoir des ongles cassants, des éruptions cutanées, des infections urinaires, des diarrhées, des constipations, des lourdeurs d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces symptômes-là ? On va les minimiser, et on aura dans tous les cas ou un IPP, ou une huile essentielle, ou une crème, ou de la cortisone, ou un antidouleur, ou du camphre, ou quoi que ce soit, pour atténuer, voire faire disparaître ce symptôme. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que j'ai, à un moment donné, résolu le problème ? Non. Est-ce que c'est respectueux ? Non, c'est ni respectueux de la part du thérapeute, qui se défausse, ni respectueux de la part du patient, qui s'oublie. Donc ça, ce sont des pathologies relais, des crises relais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps déclenche des processus physiologiques pour manifester vers l'extérieur, donc c'est-à-dire vers notre compréhension mentale consciente, qu'il y a un dysfonctionnement. Vous avez deux niveaux de jauge un petit peu qu'il faut connaître dans le corps humain. C'est la jauge de votre vitalité, qui vous permet de vivre et de subvenir à l'accomplissement de vos processus physiologiques. Et dans l'accomplissement de ces processus physiologiques, vous en avez un qui est absolument indispensable pour rester en bonne santé, c'est les processus éliminatifs de détoxination, à travers les émonctoires que sont les reins, les intestins, les poumons, la peau, je rajoute le foie, et on peut rajouter l'utérus aussi par la femme à travers les menstruations. Ça, ce sont des organes qui servent à éliminer les déchets du corps. C'est pas mauvais d'avoir des déchets, parce que le simple fait de vivre, là en ce moment je parle, j'ai une production de CO2, je génère du CO2 dans mon activité cellulaire, je génère du déchet. J'irai uriner après, j'excréterai des déchets acides, j'ai une petite sudation, voilà, c'est très bien. On est pourvu de ça. Et donc de l'autre côté, on a vu la première jauge, c'est la vitalité, la deuxième jauge, c'est la toxémie. Et donc tout se passe bien quand il y a suffisamment de vitalité pour expulser les toxines qu'on a dans le corps. Là où ça devient problématique, c'est qu'on a moins de capacité d'adaptation que de déchets métaboliques acides, donc de toxines. Et là, eh bien, on va déclencher ce qu'on appelle des crises relais, ce qu'on appelle maladies. Mais ce ne sont pas des maladies authentiquement parlant, ce sont des crises relais. Et là, le processus d'évolution, il doit arriver pour nous, on dit, mon corps m'exprime quelque chose. Il y a une surcharge, c'est manifeste. J'ai des pellicules, ça sort par les cheveux, j'ai des éruptions cutanées sur le visage, j'ai des caries dentaires, j'ai de la déminéralisation dentaire, j'ai des nodules au niveau de la thyroïde, j'ai du reflux gastro-œsophagien, j'ai des douleurs articulaires, j'ai de la polyarthrite, j'ai des déformations des becs de perroquet, j'ai des calculs au niveau des reins, j'ai des calculs dans la vésicule. Ça, ce sont des choses tangibles, observables, matérialisables, qui ne sont qu'une seule et même chose, un surplus de déchets qui n'arrive pas à être géré par le corps. Donc, remercions notre corps, de pouvoir gérer autant de déchets, parce que vous vous doutez bien que tout le monde ici, dans cette pièce, moi le premier, faisons des écarts. On ne dort pas assez, on mange trop, on mange mal, on grignote, on ne fait pas assez d'activité physique, on stresse
plus qu'on a de capacité d'adaptation, on respire un air qui n'est pas terrible, on boit une eau qui n'est pas terrible, on est dans la pollution des voitures, etc., etc. Je ne vais pas faire la longue, et on a tous des portables avec des rayonnements électromagnétiques, des fois on est dans le Wi-Fi, des fois on utilise du Bluetooth, etc., etc. Donc on a tous des choses qui sont en sursaturation dans notre quotidien. Donc nous avons des organes qui sont à notre service, que j'ai cités, qui nous aident à éliminer ce surplus. Mais toutes les réserves ne sont pas illimitées. À un moment donné, on ne peut gérer qu'un volume maximum de toxines, et on a une énergie vitale qui est propre à nos filtres, donc que j'ai appelé émonctoire, qui est elle aussi limitée, et qui plus vous travaillez, plus vous êtes fatigué, vos organes sont pareils. Et donc il y aura des crises relais d'élimination vers l'extérieur. Ce sont ce qu'on appelle les maladies centrifuges, d'extériorisation. Et si on ne prend pas garde à ça, si on n'évolue pas dans la connaissance qu'on a, parce qu'évidemment ça, ce ne sont pas des choses qu'on apprend. Malheureusement, nous n'avons pas ça dans l'éducation nationale, où c'est trop peu partagé au niveau du grand public. Ça change énormément, parce que l'accès à l'information se démocratise, avec, vous avez des livres, des spécialistes, des conférences, vous avez des vidéos sur Internet, vous avez des cyberconférences, vous avez des formations, des week-ends, enfin, des tas de choses, ça s'ouvre, mais ce n'est pas encore suffisant pour que ça arrive aux citoyens lambda. La médecine doit être absolument démocratique, mais pas celle d'une élite. Donc là, on parle quelque chose. Il y a les catégories socio-professionnelles présentes dans ce salon sont semblables ou même au niveau social, des couches sociales, ce sont presque toujours les mêmes. Et c'est un problème, puisqu'on est encore sur quelque chose où je ne peux pas mériter cet accès. On a le cliché de l'alimentation bio. Le bio, c'est pour les riches, c'est pour les bobos. Non. Ce qui pousse sur Terre, c'est pour 100% des humains. La naturopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement populaire. Et il faut que ça, dans la nouvelle émergence de ces thérapies dites alternatives, il faut que ça redevienne populaire avec un bon sens populaire. Si ça ressort par le corps à l'extérieur, c'est qu'il y a un trop-plein. Et ça, tout le monde est capable de l'entendre. Du grand spécialiste jusqu'au kidam à l'alphabète. Toute personne ayant un bon sens est capable d'entendre et entend cela. Absolument. Mais qu'est-ce qui fait si je suis quelque part dans le déni, si je n'ai pas envie d'entendre cela? Parce qu'on peut avoir la connaissance, mais le refus de valider cette connaissance, qu'il y a une disharmonie entre mon subconscient et mon conscient. J'ai l'information au niveau conscient, mais ça ne m'arrange pas de l'entendre, donc je ne mérite pas. Enfin, il y a tout un tas de raisons, on ne va pas développer dessus. Et donc là, si j'arrive à saturation, et que ces saturations, ces décompensations, ces maladies centrifuges viennent d'excès dans mon hygiène de vie, et que je ne change pas mon hygiène de vie, qu'est-ce que ça va faire? Indiscutablement augmenter, se répéter. Donc j'aurai de plus en plus d'eczéma, ça sera de plus en plus rapproché, j'aurai des crises de plus en plus régulières au niveau des douleurs articulaires, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute la liste des pathologies, ça va augmenter. Donc je continue de prendre des antidouleurs, des cortisones, de miser sur les huiles essentielles, et ça ne deviendra pas, et à un moment donné, je vais basculer dans quelque chose qui est absolument chronique. Et je serai dans une maladie lourde, authentique, dégénérative, celle qui pullule aujourd'hui, qui garnissent les hôpitaux joyeusement, les maladies auto-immunes, et ce qu'on voit fleurir dans tous les foyers, toutes les maisons, ce qu'on appelle le cancer, et qui est un mot fort, mais qui renvoie sur les mêmes schémas. Il y a toujours eu des signes avant-coureurs. Et donc, après l'évolution dans la connaissance, quand la maladie authentique se déclare, c'est une évolution dans la conscience qui doit se passer. Je dirais presque que c'est un carrefour de vie, où qu'est-ce qu'on fait? Il est peut-être temps de s'interroger sur le contexte de vie dans lequel j'évolue, avec tout ce qu'on a nommé au niveau environnemental, la nourriture, l'eau, l'air, l'activité physique, mais aussi la crise existentielle, émotionnelle et ou spirituelle dans laquelle on peut être. Quand je dis spirituel, évidemment, on est sur quelque chose de très simple. C'est qu'est-ce qui me rend heureux? C'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qui me transcende? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait me lever le matin? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de vivre le plus longtemps possible?
Qu'est-ce qui me rend optimiste? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce qui me met dans la joie? Qu'est-ce qui fait que, même après avoir passé une nuit blanche, j'ai une énergie colossale parce que je baigne dans cet état d'esprit-là? Voilà, c'est ça. C'est pas plus... Moi, ce que j'appelle spirituel, c'est cette définition-là. Après, chacun y greffe ce qu'il veut, des croyances, des idéologies, des choses extrêmement concrètes, tout un tas de choses, et des choses fortes, prégnantes et puissantes. Nous sommes tous animés de cela, et certains moments de notre vie, je dirais, le robinet est fermé. Pour X ou Y raison. Parce qu'on nous a brimés dans notre enfance pour ne pas vivre telle ou telle chose, parce qu'on ne s'est pas autorisé à avoir suffisamment de temps pour. Imaginons que ce qui me fasse m'épanouir au niveau de mon être, c'est le rapport à la nature. Si je vis dans une tour HLM et que je travaille dans une tour, on va dire dans les quartiers d'affaires, à quel moment je vais être au contact de la nature? Donc je ne me régénérerai plus sur mon plan vivant, humain, avec un grand H. Et j'aurai nécessairement, absolument, indubitablement, une crise existentielle qui se traduira par un mal-être profond qui ne peut que déclencher une pathologie. Souvent on me dit, bah oui, mais c'est pas quantifiable. Donc ce qui n'est pas quantifiable et observable, eh ben, on le met de côté. Sauf que tous les exemples que je vais citer, forcément dans la salle, vous en aurez vécu d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez mettre des mois de malbouffe à déclencher des reflux gastro-œsophagiens. Vous pouvez mettre une situation de stress d'une semaine à déclencher des reflux gastriques et un ulcère. Vous pouvez manger absolument sans minéraux pendant des mois, mais vous pouvez en 2 ou 3 jours, comme un exemple m'a été rapporté, blanchir vos cheveux. Là, on me rapportait la perte d'un conjoint. Vous pouvez aussi déclencher tous les exemples que je vous donne sont vrais, hein. Ce sont ceux qu'on m'a rapportés. Déclencher une hypothyroïdie en assistant à un accident de voiture. Vous pourrez rentrer en burn-out suite à une réunion où vous avez été harcelé moralement par plusieurs de vos collègues. Vous pouvez rentrer en dépression absolument profonde à la suite de la rupture avec un conjoint. Il vous faut des années de mauvaise hygiène physique pour accéder à cet état de mal-être. Il vous faut très peu de temps si vous avez quelque chose qui vous a violenté émotionnellement. On a tous vécu ça. On a tous vécu l'emprise d'une émotion qui nous paralyse, qui nous tétanise, qui nous cloue au lit, qui nous met dans un état de stress intense, qui nous fait sortir une poussée d'eczéma, qui nous fait avoir de la diarrhée, qui nous fait avoir une colique hépatique, qui nous fait vomir même. On l'a tous vécu donc. Quelle est la puissance du psychisme? On ne sait pas. Par contre, on sait aujourd'hui mesurer la puissance de l'intention. Ça, ce sont tout un tas d'études. Et donc, cette intention, avec quoi? Eh bien, c'est simplement un outil opérateur. Et donc, en tant qu'opérateur, il va attendre un ordre. Qu'est-ce que le subconscient va envoyer à cet opérateur? Si je me dénigre, je suis vraiment une merde. Je n'ai pas trouvé mieux comme travail. Je vis vraiment dans un endroit à la con. Je ne respecte pas mes valeurs. Je parle mal à mon conjoint. Je ne vois pas assez mes enfants. La culpabilité. Toutes ces choses-là. Ça nous ronge intérieurement. Alors, consciemment, on va élaborer des schémas, des structures pour pouvoir échapper à notre propre jugement, qui est le pire au monde. Et on va faire en sorte de s'arranger avec notre conscience et de pouvoir continuer à évoluer. Mais insidieusement, comme une gangrène, ça évolue, ça avance, et on ne peut qu'être rattrapé par ça. Et c'est pour ça, quand on dit, là je suis tombé malade, combien d'années ça a mis pour germer intérieurement? Pourquoi le soir on ne veut pas se coucher à moins d'être épuisé? Pourquoi on est insomniaque? Pourquoi on est obligé de manger beaucoup pour tomber dans le sommeil rapidement, lourdement? Pourquoi on est toujours dans l'hyperactivité, à être sur un écran, à regarder des médias, à être dans la discussion? Pourquoi on fuit la solitude? Pour ne pas que ces informations-là, qui moisissent au niveau du subconscient, reviennent à notre état conscient et nous fassent prendre conscience de l'étendue d'une indolence qui est partagée socialement. Donc on n'a pas besoin de se mettre une double peine à encore une fois se juger de ne pas faire les choses pour cela. C'est d'avoir énormément, on va dire, de mansuétude vis-à-vis de nous-mêmes, si la société n'en a pas à notre égard. Eh bien, déjà, c'est d'être bon camarade pour soi-même. Ça, c'est, de mon point de vue, la plus grande évolution à travers la maladie. C'est de se dire,
là, il y a des voyants rouges, je me suis oublié en route, et je vais déclencher dans mon quotidien des choses concrètes, aussi petites soient-elles au départ, pour me mettre en ordre de marche et avancer. Je vais faire attention à ce que je mange. Voilà pourquoi je parle d'alimentation, parce que c'est très dur d'influencer des fois sur l'émotion quand on est pris dans des moments de torpeur, mais l'alimentation peut tout gérer, ça. Donc des fois on est obligé, on ne peut pas influer sur le sommeil, on ne peut pas influer sur plein de choses, où on vit, qu'est-ce qu'on respire. L'alimentation peut toujours influer dessus. C'est pour ça que depuis des années j'en fais le socle, pas parce que c'est la chose numéro 1, puisque avec la pratique, ce qui est arrivé en premier, c'est les émotions, le stress. Et en deuxième, le manque de repos. Voilà. Donc des choses invisibles. Donc mes estimés, pourquoi on ne prend pas la mesure de ça? Si on voyait les faisceaux radiants des ondes qui traversent un bâtiment métallique comme ça, on fuirait. Si on voyait les pesticides, si on voyait les herbicides, les fongicides, si on voyait ce que véhiculent les lignes à haute tension, si on voyait les micro-ondes, tout ça, on fuirait ce monde-là. Ce qui n'est pas visible, mais qui n'est pas moins perceptible quand même, est minimisé. Donc le stress, montrez-moi le stress, mesurez-moi le stress. Non, on est dans de la subjectivité totale. Montrez-moi le manque de repos. On est dans la subjectivité totale. Par contre, à chaque personne en consultation, eh bien, quand je demande combien dormez-vous, et la deuxième question qui vient, c'est de combien de temps auriez-vous besoin, j'ai toujours au moins 1 heure, 1 heure et demie d'écart. 1 heure, ça paraît pas beaucoup. Sauf que sur une semaine, ça fait 7 heures. Donc ça fait une nuit en plus. Donc nous sommes en dette d'1 nuit par semaine, toutes les semaines. Et les processus de détoxination dont j'ai parlé, à quel moment ils s'accomplissent? Évidemment la nuit. C'est là qu'on nettoie. Donc. Et si je stresse, je rajoute de l'acidité. Donc les deux choses les plus importantes pour le capital santé d'un individu sont les choses les moins perceptibles et les plus minimisées. Dès l'instant qu'on souffre émotionnellement, soit on va garder pour soi en se disant il y a pire que moi. La pire des choses, c'est de minimiser et puis de mettre en comparaison. La souffrance de l'individu, donc la nôtre, est la plus grande au monde. On peut vous montrer un enfant qui subit la guerre, la famine, qui a été amputé. C'est un destin absolument effroyable et horrible. Mais dans la solitude de la souffrance, nous pouvons vivre des états aussi dévastateurs. Alors déjà, c'est d'en prendre conscience et de ne pas se juger. J'ai tout pour être heureux, mais ça je l'ai entendu des centaines de fois. J'ai tout pour être heureux, mais alors, on met 3 petits points, on met ce qu'on veut derrière. Et ça, c'est ce qu'on vit tous, et c'est ça qui fait le lit de la maladie. Cette disharmonie entre ce qui devrait être vécu et ce qui est vécu, entre ce qui est supporté, la capacité qu'on a à prendre sur nous, et ce qui est fait avec une animation subtile, avec une foi indéfectible. Et on transige le plus souvent, parce que c'est vrai que vivre heureux, c'est extrêmement exigeant. Vivre malheureux, c'est très lourd, mais on s'en accommode tous très bien. On s'accommode tous très bien de ça, et je dirais qu'on se tient les coudes pour ça. Par contre, pour être heureux, c'est dur. Et c'est là où je dis justement que la seule question qui vale, c'est celle qui est posée les yeux dans les yeux, et je dirais de cœur à cœur. Pourquoi? Quitte à ce qu'elle soit répétée 20 ou 30 fois comme ça m'est arrivé, pour que ça arrive jusqu'au cœur de la personne, puisqu'évidemment on met plein de filtres pour ne pas l'entendre cette question-là. On préfère pester contre la société, pester contre Dieu, pester contre un coupable plus ou moins identifiable, pour ne pas avoir à se responsabiliser dedans. Toujours 50-50, quelle que soit la démarche, même si, oui, on peut accuser les grandes multinationales de polluer, oui, mais qui fait vivre ces multinationales? Nous, en tant que consommateurs. 50-50, toujours. La réponse, ce sera toujours 50-50. Et on a une part d'autonomie et de responsabilité, et puis une part active à jouer dans notre mieux-être. Et c'est là où je dis que c'est un processus d'évolution de conscience. Donc de la maladie à la guérison, un processus d'évolution, c'est surtout au niveau de la conscience, de la responsabilisation, et puis dans l'effet dynamique que ça aura autour de nous. Si on commence à se responsabiliser, à aller mieux, quelle influence on va avoir vers autrui?
on cherche tous des modèles inspirants. Alors, au départ, ce sont nos parents, pour nous tirer vers le haut. Alors on peut les trouver dans la société, on peut les trouver dans les amis, on peut les trouver dans des lectures, dans des conférences, j'en sais rien, que sais-je. Mais il faut s'accrocher à ça pour avoir des dynamiques positives. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes qu'on aime, mais simplement qu'on croise, d'être moteur. Il est possible qu'aujourd'hui vous croisiez quelqu'un dans une allée qui vous raconte comment il a été mieux pour telle ou telle manière, puis que ça trouve une réponse en vous, que ça vous inspire. On a besoin de modèles, on n'a pas besoin de sauveurs, on n'a pas besoin de thérapeutes, on a besoin de modèles inspirants. Pas de modèles sur lesquels on va se calquer, mais de modèles inspirants. Et là, on est sur le chemin de la guérison. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est très souvent, quand je rencontre des personnes, je suis sûr que vous le savez aussi, vous savez reconnaître ça, on sait tout ça, c'est ce que disent les cancérologues aussi, ils disent dans le privé, parce que c'est horrible de le dire publiquement, on sait qu'il va s'en sortir ou pas. Et quand vous leur posez la question, mais c'est quoi qui fait la différence ? La volonté. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Donc je déclenche une faculté, une puissance de volonté qui va tout écraser, quel que soit le pronostic. Combien vous avez croisé de personnes qui ont dit on m'avait donné ou on lui avait donné tant de temps et finalement c'est pas ça. Donc soit la science est inexacte, soit l'homme est extrêmement surprenant. On peut dire que ça peut être les deux aussi. Puisqu'on a encore là, la semaine dernière, cette semaine, on a découvert un 80e organe. Donc comme si Christophe Colomb avait découvert, non, tout existe. C'est pas de découvrir, c'est de mettre à profit qui est intéressant. La connaissance, oui, la mise à pratique, surtout. Et on avance et on s'entoure de personnes inspirantes. Donc, qu'est-ce que la guérison authentique ? C'est pas le fait d'aller mieux ou de ne plus avoir de symptômes exprimés, c'est de sentir qu'en nous-mêmes, il y a eu un changement. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que la pathologie est venue agir comme un saut quantique. Nous ne pouvons plus être pareils, nous ne pouvons plus regarder les choses de la même manière et on est imperméable à tout ce qui est toxique. Les mauvaises remarques, le stress, on sait séparer tout cela, puisqu'on a compris l'influence de ces choses-là. On est plus dans le détachement, dans l'ancrage et dans le positionnement. Et donc quand un diagnostic arrive, la première chose est de dire « je n'ai pas su être attentif à » soit mon environnement, soit moi-même. Et donc là, je reconsidère les pièces de mon environnement. Est-ce que telle ou telle chose a une influence sur la pathologie que j'ai déclenchée ? Et moi-même, qu'est-ce que j'ai pu fuir ? Mais la fuite, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La fuite, ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique, constructeur et souverain. Il y a des moments dans la vie où il est impossible de travailler sur soi. Quand on est trop vulnérable, quand on a subi trop de choses atroces. Le cerveau a cette capacité magnifique à nous faire perdre la mémoire sur les choses catastrophiques. Et tant mieux. Et quand ça peut revenir par le chemin de notre inconscient jusqu'à notre conscient, et bien là on est capable de l'accueillir. D'aller le chercher en force, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous ruiner. La question de se poser pourquoi, elle doit être faite en toute humilité, en toute simplicité, et ça ne sert à rien de gratter, de chercher la perfection, la réponse authentique tout de suite, mais d'avoir au moins une idée de chemin à faire. Alors après, il y a tout un tas de... Voilà, vous pouvez travailler avec le MDR, avec l'hypnose, l'auto-hypnose, la kinésiologie, tout ça, mais des centaines, vous en avez. Là, c'est celles qui me viennent à l'esprit, parce que ce sont celles qui sont les plus populaires. Pour aller accéder à ce subconscient-là, puis faire le lien, dire qu'est-ce que j'ai enfoui, pour pouvoir me permettre de tenir debout par rapport à telle ou telle chose. Et maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, que j'ai une conscience plus stable, je vais aller à la quête de cela. Quand je parlais du docteur Hammer, lui, il a compris ces éléments-là quand il a perdu un fils dans un accident de chasse. Donc c'était le plus grand cancérologue allemand, un des pontes au niveau européen. Et 6 mois après le décès de son fils, il déclare un cancer des testicules et sa femme un cancer des ovaires. Donc il se dit, tiens, ça touche quand même à l'appareil reproducteur. N'y aurait-il pas un lien somatique entre la perte de notre enfant et les organes reproducteurs qui ont servi à générer cet enfant-là? Et donc il a repris 6 ou 7 000 cas de ces patients avec des cancers. Il a regardé les localisations des cancers et il a demandé à ces personnes, n'y a-t-il pas eu un événement émotionnel traumatique avant le déclenchement de votre cancer?
Et à chaque fois, il y avait une réponse. Et il a fait une carte du corps. Et puis, à chaque fois qu'il avait un patient, eh bien, il l'envoyait travailler avec un psy sur cet événement-là. Et donc, les chiffres du cancer... Alors, je précise que les chiffres depuis les années 60, en 60, le taux de rémission du cancer, c'était 50%. Et en 2018, c'est 51%. Une moyenne. Et donc, sur 2 ans. Et donc, Amer, il avait 80% de rémission sur 5 ans. Donc, il appliquait les protocoles de chimio, etc., etc. Mais, avec en plus la notion d'influence psycho-émotionnelle. Alors, je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que peut-être, ça peut être inspirant pour la recherche scientifique, parce que ça a 30 ans. Et puis qu'il y a encore des thérapeutes, des praticiens à Amer. Et puis surtout, vous avez une quantité phénoménale de thérapies qui portent toutes des noms, des copyrights, avec des petits R, avec des petits C, donc c'est très orgueilleux, très prétentieux. Je dirais presque, on s'en fout du moment que ça peut nous être utile. On a le droit d'être aussi opportuniste, très opportuniste, lorsqu'une pathologie lourde nous arrive. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une vision complètement holistique et globale de notre perception de l'humain et de l'individu, donc de nous-mêmes. Allons donc davantage dans ce sens-là de l'émotionnel, mais il ne faut pas aller dans le tout émotionnel non plus, parce que si nous sommes des êtres physiques incarnés, faits de chair et d'eau, nous sommes donc des fluides en mouvement qui doivent être respectés. Ça, c'est vraiment une notion importante. Les deux aspects doivent être considérés. L'aspect subtil et l'aspect concret. Et souvent, on va dire, ah ben, il n'y a que la chimio, ou il n'y a que le jeûne, où il n'y a que l'émotionnel, il n'y a que l'énergétique, il n'y a que le spirituel, il n'y a que les plantes. On partitionne. Non. Si l'humain a la chance d'être composé de tout un tas de choses qui peuvent être influencées positivement par ces facteurs-là, eh bien, utilisons-les, mais analysons. Et là, on fait appel à la connaissance, le premier outil d'évolution. On fait appel à la connaissance qu'on a eue pour se dire, ben oui, là, par rapport à ce que j'en sais, quelle est l'influence que ça a aujourd'hui sur un terrain modifié comme le mien, qui est en déséquilibre et qui a déclenché une pathologie. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'aspect énergétique? Est-ce que c'est l'aspect spirituel? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on fait appel à la fois le côté subtil, donc l'éveil de conscience, et à la fois à l'aspect pratique pour je dirais, la connaissance. Je crois que nous arrivons joyeusement à la fin de la conférence. Voilà, ouais, je l'ai là. Et donc, j'espère que ça vous a apporté quelques volontés d'approfondissement sur certains sujets, que ça a pu faire écho à certaines questions, et surtout que ça vous motive à aller plus loin. On va dire que c'est une démarche commune et collective de s'influencer les uns les autres, évidemment positivement. De mon point de vue, tout le monde est thérapeute dès l'instant qu'il est positif envers quelqu'un. Voilà, je vais juste donner si ça vous intéresse, j'ai une 120 conférences gratuites en ligne sur YouTube. Vous tapez mon prénom, mon nom, vous les aurez. Et voilà, puis vous pouvez regarder mon site internet, vous tapez mon prénom et mon nom sur un moteur de recherche et vous tomberez sur le premier. Voilà, je vous remercie chaleureusement pour votre attention, pour votre présence, et puis je vous souhaite une bonne fin de salon, en espérant peut-être vous recroiser à d'autres moments. Merci à vous.